Ce débat d'histoire du Collège de France sera consacré à un livre très extraordinaire. Il a pour auteur un historien des religions, Ernesto de Martino, et pour titre « La fin du monde, essai sur les apocalypses culturelles ». L'ouvrage, paru en 1977 en italien, est aujourd'hui publié en traduction française par les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Un livre extraordinaire, je disais, d'abord par son histoire même, puisque De Martino, mort en 1965, ne l'a pas terminé, et que l'ouvrage a été composé à partir de fragments rédigés, de dossiers de recherche, de notes de lecture, d'archives laissées par l'auteur. Extraordinaire aussi, parce que s'y trouvent repris dans une immense synthèse les thèmes des précédents ouvrages de cet historien ethnologue. Ainsi, les formes et les fonctions des institutions magico-religieuses, les différences et les continuités entre croyances chrétiennes et pratiques coutumières, les relations entre les morts et les vivants, ou encore les parentés et dissemblances entre les expériences individuelles et les rituels collectifs. Ce sont ces thèmes que La fin du monde entrecroise avec une impressionnante puissance en étudiant et en comparant diverses apocalypses, celles de la tradition judéo-chrétienne, celles des peuples colonisés, celles des sociétés contemporaines, ou encore celles qui hantent les expériences et les souffrances pathologiques. Pour présenter l'œuvre d'Ernesto de Martino, je dialoguerai avec Giordana Charuti, qui a établi, annoté, introduit, avec Daniel Fabre et Marcello Massenzio, ce livre, La fin du monde. Giordana Charuti est directrice d'études à l'École pratique des hautes études, où elle a la chaire d'ethnologie religieuse de l'Europe. Parmi les ouvrages qu'elle a publiés, 2 rencontrent le travail d'Ernesto de Martino. En 1987, Le couvent des fous, publié par Flammarion, et plus encore en 1997, aux éditions du Seuil, son livre « Folie, mariage et mort, pratique chrétienne de la folie en Europe ». Giordana Charuti est sans nul doute l'historienne et ethnologue, ou l'ethnologue historienne, qui connaît le mieux l'œuvre de Martino. Elle lui a consacré un livre en 2009, Ernesto de Martino, Les vies antérieures d'un anthropologue, et 10 ans plus tôt, elle avait dirigé avec Carlo Severi un numéro de la revue Gradiva dont le thème était Ernesto de Martino, un intellectuel de transition. On peut peut-être commencer notre dialogue avec ce rappel biographique, puisqu'Ernesto de Martino, je pense, n'est pas un des auteurs les mieux connus en-delà de le monde et l'histoire des religions, et peut-être d'ailleurs une partie du monde de l'histoire des religions. Quel était cet homme et quelle a été, jusqu'au moment où nous allons le rencontrer avec ses premiers livres, sa trajectoire ? Oui, c'est une trajectoire effectivement très complexe qui pose la question de la manière dont on peut devenir le fondateur de l'anthropologie moderne au lendemain de la guerre en Italie dans les années 48, 49, 50, après avoir traversé 20 ans de régime mussolinien, régime fasciste. De Martino il vient de la philosophie, il fait des études de philosophie à Naples. Naples, c'est la ville de Benedetto Croce, c'est la résistance antifasciste qui est tolérée par le régime et l'importance de sa revue La Critica. Mais cette figure qui sera si importante pour De Martino tout le temps, même dans les moments de distance, c'est à Bari qu'il va la rencontrer. Lorsque il enseigne la philosophie et qu'il s'inscrit à Rome dans cette école d'histoire romaine des religions qui est fondée par Petazzoni. C'est-à-dire que choisir cette discipline, il faut resituer dans le contexte italien, c'est une discipline neuve et polémique vis-à-vis du Vatican qui a la main mise sur la formation des ethnologues. Donc il adopte le parti de la laïcité, mais en même temps,
dans les années 30-35, c'est un jeune militant qui adhère à ce que le fascisme veut être, se présente comme étant une religion civile. Et il y adhère en étant un des idéologues participant aux formations de la milice. Mais en même temps, en arrivant à Bar, il va découvrir une résistance antifasciste à l'intérieur de la ville, formation madinienne, et qui va l'amener à se détacher de ses premières croyances politiques et se donner une formation en autodidacte, je dirais. C'est pas tellement Petazzoni qui la lui donne, mais il l'oriente à toutes les grandes questions canoniques de l'anthropologie à travers ce que j'ai appelé une ethnographie au second degré, qui va revenir dans le monde magique. Alors, il devient professeur à l'université de Cagliari. Ça, c'est beaucoup plus tard. Dans toute la période de l'après-guerre, c'est un militant politique, c'est un responsable du Parti socialiste. En même temps, il construit une autre manière de pratiquer l'ethnographie, dont on verra tout à l'heure dans son œuvre comment elle se réalise. Et il n'aura une chaire que beaucoup plus tard à Cagliari, qui est une manière de le tenir à l'écart de Rome. En 1957, je crois, oui, c'est cela. Oui. Et vous dites militant du Parti socialiste, mais il est aussi, à un moment donné, il passe au Parti communiste. Au Parti communiste en 1953. Parti communiste qui a d'ailleurs financé les enquêtes dans le Sud. Alors oui, puisque dans cette œuvre de Martino, le livre La fin du monde qui nous retiendra dans la seconde partie de cette émission, et comme je l'ai rappelé, posthume, et dans un certain sens, une sorte de synthèse de tout ce qu'il a fait. Alors on peut s'arrêter au livre précédent, et aussi de comprendre pourquoi ils n'ont pas peut-être toujours eu en France l'impact qu'ils auraient dû avoir en relation avec le temps entre la publication du livre et le temps de la traduction, et peut-être le milieu d'accueil. Alors, le premier livre auquel on peut penser, c'est le livre de 1948, qui se situe dans le contexte que vous avez rappelé, Il Mondo Magico. Le sous-titre, c'est Prolégomène à une histoire du magisme, si on veut traduire, le monde magique. C'est un livre qui a été traduit seulement en 1971 en français. Alors, là, quelle est la thèse fondamentale de le livre sur le monde magique? Alors, il y a d'abord une question qui sous-tend la plongée de De Martino dans toutes ces ethnologies concernant l'Australie, l'Amérique du Sud, la Sibérie, etc. C'est l'idée que la compréhension de toutes ces pratiques rituelles que la première ethnologie considérait comme des formes illusoires, des formes, pouvait peut-être libérer l'Occident de la catastrophe totalitaire, dans la mesure où il partage au fond la thèse de Cassirer, c'est que l'explication on ne peut pas rester à l'intérieur de l'Occident pour comprendre la catastrophe totalitaire. Il faut faire le détour par cette archaïcité qui a été réactivée par précisément ces régimes et qui n'a pas été pensé, élaboré sur le plan culturel. Donc il y a un engagement politique qui est essentiel, et sur le plan intellectuel, la thèse qui se dégage de ce livre, c'est que au fond, la magie aurait contribué dans un long processus historique à la construction du sujet, à la construction de la personne et à la construction du monde, comme des réalités historiques. L'idée que les institutions magiques, qui sont à la fois rites et mythes, avaient une tâche qui était d'apaiser certaines des angoisses du devenir, comme il dit, la perception
d'une menace ou d'une réalité de la chute. Et alors l'institution magique, c'est une expression avec ses répétitions rituelles, permet de contrôler ou d'apaiser cette crainte parce que elle, dans un sens, elle gomme l'histoire. Oui, mais il faut peut-être revenir sur le terme que vous avez souligné tout à l'heure, magisme. C'est un terme qui est forgé de manière très provocatrice par De Martino, à la manière dont on parlerait en italien, illuminisme et non pas les Lumières, ou romantisme, c'est-à-dire une période historique qui a la même dignité précisément que ces grandes périodes de notre propre culture occidentale, et la figure centrale qu'il construit de manière parallèle, on est presque dans le même temps, avec la figure du chaman Lévi-Straussien, c'est le chaman qu'il construit comme une construction théorique abstraite à partir de toutes les ethnographies qu'il mobilise, c'est-à-dire celle de Guzin dans Terre de Feu, et celle de Chirokogorov en Sibérie, essentiellement. De là provient l'idée que dès ce premier livre, on a une notion qui est très présente dans le livre que nous parlons aujourd'hui, qui est la notion de déhistoricisation, comme si finalement la perception d'un devenir qui peut être menaçant et source d'angoisse était apaisée, domestiquée, domptée par la récurrence, la répétition, qui est un des traits caractéristiques de ces institutions magiques. Il n'a pas encore forgé la notion de déshistoricisation au moment du monde magique. Les deux conceptualisations qu'il met en place, en se référant en particulier à une philosophie de type à la pensée heideggerienne, c'est la notion de présence et non pas de personne, la notion de présence, l'être au monde, et la notion de perte ou de crise de la présence. La question de la déshistoricisation va venir après, à partir des grands articles d'histoire des religions qu'il consacre à la spécificité du mythico-rituel, effectivement. Alors ça nous mène au deuxième livre dont il faut parler, qui n'est pas encore traduit, mais je crois qu'il le sera. Il le sera. Grâce à vous. C'est le livre de 1958. La traduction du titre en français serait Mort et lamentation rituelle, et qui pose une question, puisque là nous avons parlé d'institutions magiques, d'un monde du magisme, et qui est la question de la relation avec le monde de la chrétienté. Est-ce que le monde de la chrétienté est une part de ce monde magique, ou est-ce qu'il y a que des formes de rupture? A priori, le thème du livre, qui est celle des lamentations rituelles et funèbres, qui sont la cible d'une critique chrétienne, en particulier des pères de l'Église, pour conduire à l'idée qu'il y a des formes de discontinuité. Mais le livre est plus complexe que cette idée d'un contraste entre crié par la polémique chrétienne contre ces lamentations, et en même temps que quelques points de parenté, même si le concept, je ne sais pas à partir de quel moment il est employé, les commentateurs de Martino l'utilisent assez volontiers de manière plus générale, celui de déhistoricisation. Oui, tout à fait. Donc, ce livre est important pour cela, non ? Alors, le Morte et pianto rituale, les morts et lamentations funèbres, s'oppose au monde magique comme s'oppose, j'explicite De Martino là, les sociétés de l'oubli, où on efface les morts, qui seraient ces sociétés archaïques sur lesquelles il a travaillé au temps du monde magique, et les sociétés de la mémoire, les cultures de la mémoire, qui seraient en gros celles du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient.
Mais ce qui étonne l'ethnologue aujourd'hui, bien sûr, c'est que ce livre, qui commence par un gros chapitre théorique, en reprenant la question de la notion de présence et de perte de la présence, mais construit un objet qui, d'une part, mobilise l'ethnographie de la Lucanie et du Salento, c'est-à-dire l'existence dans les années 50 de pleureuses qui participent au rituel funéraire alors que cet usage a été condamné par l'Église. Donc, comment se fait-il qu'il ait perduré? Et ce qui l'amène à relire l'ethnographie de la Roumanie, où là, on peut voir ce rituel intégré dans l'ensemble d'un rituel funéraire avec toutes ces scansions temporelles, mais à le comparer, et là, je dirais que c'est presque à travers un montage à la Warburg, en mettant côte à côte des figurations de pleureuses du monde grec et du monde égyptien et mésopotamien, pour montrer qu'il y a quelque chose de constant finalement dans cette manière, dans ce travail de deuil qui est pris en charge par la pleureuse, qui est un peu l'équivalent pour les sociétés de la mémoire du chaman des sociétés archaïques. Si vous suivez cette idée de comparaison à oui. Distance entre des formes identiques, la Mater Dolorosa devient un élément qui peut s'ajouter à la série et qui conduit à cette idée que même s'il y a cette condamnation chrétienne, en même temps, il y a des formations de syncrétisme qui expliqueraient la situation rencontrée par De Martino dans le sud italien. Absolument. Et là, on a quelque chose qui va être repris dans Sud et Magie, c'est ce qu'il appelle une formation de compromis, en juxtaposant au fond deux lectures possibles, celle à la cassiraire et celle à freudienne. Ce qui est supprimé est conservé en même temps. Alors ces lamentations rituelles ont évidemment pour une fonction essentielle qui est d'éviter de conjurer une seconde mort. Il y a la mort de celui qui a décédé et il y a la possibilité de la mort du survivant. Ou des survivants. De mourir avec celui qui meurt. Et donc c'est un élément de cet apaisement, de cette limite de ce péril. Absolument. Et en même temps, le travail, alors il y a une très très belle ethnographie là, en Lucanie à partir de gestes infimes, des gestes de femmes dans les cimetières qui, même lorsqu'elles ne sont pas elles-mêmes des pleureuses, vont parler à leur mort à l'occasion d'un autre enterrement, par exemple. Et donc oui, c'est cette attention à tout ce thème aussi de l'expression conventionnelle des émotions qui rencontre les interrogations de Michel Leiris sur l'authenticité et l'inauthenticité de l'action rituelle. Vous avez évoqué un autre livre qui nous amène à un troisième ensemble de livres, puisque là, ce sont les deux livres qui ont été les plus rapidement traduits en français. En 1959, Sud et Magie, publié chez Gallimard en 1963, et en 1961, La Terre du Remords, publié chez Gallimard en 1966. Alors, je crois qu'il faut rappeler que ces deux livres, et puis le précédent sur les lamentations funéraires et funèbres, participent de cette présence ethnologique et on pourrait dire aussi politique de Martino dans le sud italien. C'est-à-dire que là, il n'y a pas simplement une quête de témoignage que l'on peut construire comme une ethnographie, mais qu'il y a aussi une volonté militante dans cette, dans cette présence scientifique. Absolument.
l'engagement intellectuel, c'était au fond d'écrire une histoire religieuse du Sud pour compenser la lecture strictement économique de la question méridionale qui est faite par les militants marxistes et socialistes des années 40-50, montrer que le Sud a une longue histoire culturelle et c'est ce qu'il va déployer dans La Terre du Remords en particulier et dans Morte e Pianto Rituale. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un moment que moi j'ai qualifié de moment néo-réaliste de l'ethnographie des Martiniennes, parce que ce qu'il cherche d'abord à fonder, c'est la distinction entre le social et le culturel. Et c'est à travers des activités militantes, il enquête avec les ouvriers agricoles qui occupent les terres, par exemple, pour obtenir l'application de la réforme. Il transforme les questionnaires des instances syndicales qui entendent mobiliser les ouvriers agricoles en fragments de récits biographiques pour accompagner, je dirais, la transformation de ces ouvriers dominés en sujets de l'État républicain, c'est-à-dire en membre à part entière de la société civile qui passe par le droit à une biographie. Et son écriture à ce moment-là des deux textes, outre ses livres Notes de voyage et Notes de Lucanie, sont construits à la manière d'une écriture néo-réaliste pour restituer cette dimension de sujet de sa propre histoire et de ces moments infimes de la réalité qu'il faut documenter. Peut-être que si nos auditeurs ont une mémoire de ces livres, elle serait liée à ce livre La Terre du Remords, puisque l'élément central en est l'analyse de ce que l'on appelle le tarantisme, peut-être pas les acteurs eux-mêmes, mais les ethnologues qui les décrivent, et qui avait cette importance fondamentale, vous pouvez peut-être le rappeler d'un mot, que pour comprendre des liens qui s'établissaient entre des croyances et des pratiques coutumières, dans ce cas-là des formes de danse rituelle qui étaient vertu curative de ce mal, et d'autre part une référence chrétienne, puisque ce tarantisme va se lier assez étroitement au culte de Saint Paul. Oui. Ce sont des photographies d'André Martin, qui d'ailleurs figure en couverture du livre, qui ont attiré l'attention de Desmartines sur cette étrangeté de voir des femmes dans une chapelle le jour de la fête de Saint-Paul, habillées de chemises blanches parce qu'elles se disent les épouses du saint, grimper sur les autels, tournoyer sur elles-mêmes, ramper à terre. Et c'est à partir de là qu'il décide, d'une part, de reconstituer l'histoire de ce que l'on appelle dans la littérature médicale le tarantisme, c'est une formation médiévale. Et pourquoi tarantisme ? Parce que à partir du nom de l'animal, la taranta, et toute la question est de savoir si les femmes qui attribuent leur souffrance physique, psychique à la piqûre d'une araignée, s'agit-il d'une piqûre réelle qui les aurait empoisonnées, ou s'agit-il d'une piqûre symbolique, puisque en fait la crise revient tous les ans à la même époque et qu'il faut en quelque sorte se lier à Saint Paul. Pourquoi Saint Paul ? Saint Paul qui lui-même a établi une immunité du territoire de Galatine, c'est le sanctuaire où se rendent les tarentulés, et dont la légende dit que lorsqu'il arrive en Italie, il l'a libéré de la présence des animaux venimeux.
Et donc, c'est un fragment du légendaire de la géographie de Saint-Paul qui est mobilisé. L'analyse de Desmartines consiste à opposer une formation médiévale qui est documentée jusqu'au XVIIIe siècle, d'abord par quelqu'un de considérable, Kircher, le jésuite, qui a documenté les savoirs naturalistes, et ensuite par les médecins balives en particulier, où la cure n'est pas spécifiquement populaire. Elle peut s'adresser à des dames de l'aristocratie, des prêtres, et puis l'état de désagrégation dans lequel ce système symbolique est présent dans les années 50 dans le Salent au moment où Desmartines fait son enquête, et il lit, lui, l'articulation avec le culte de Saint-Paul comme une manière pour l'Église de reprendre en main des rituels populaires, mais qui auraient défait la cohérence du système symbolique. Mais alors, du coup, deux questions. La première, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans cette ethnologie qui restitue l'importance fondamentale de ces processus rituels, et comme vous le disiez, qui peut prendre distance par rapport à des interprétations réductrices, qui étaient celles d'une lecture marxiste, économiste du Sud, et en même temps de Martineau, qui à ce moment participe de cette idéologie ou de cette vision du monde marxiste, quelle est son attitude, son désir par rapport à ces pratiques coutumières? Faut-il les conserver, les transformer, les acculturer? Est-ce qu'il y a là, entre la militance politique qui normalement est guidée par une forme de rationalisme qui doit considérer comme superstitieuse ces pratiques d'un côté, et de l'autre cette extraordinaire minutieuse description qui les respecte, qui les transmet, qui les fait connaître? Comment cette tension est résolue, si tant est qu'elle le soit, je ne sais. Elle est présente tout au long des 10 années d'enquête de terrain dans le Salento. Au tout début des années 50, elle est résolue par une référence à l'ethnologie soviétique, en élaborant ce qui a été appelé, ce qu'il appelle lui-même le folklore progressiste. C'est-à-dire que on pourrait, et il le fait pendant 2 ou 3 ans en Émilie-Romagne, surtout, on pourrait faire le tri dans ce que l'ancienne ethnographie a qualifié de folklore. Et là, il s'appuie sur Gramsci, qui voyait une philosophie. On pourrait faire le tri entre les valeurs progressistes qui sont incluses dans ces chansons, ces cérémonies, etc., et les valeurs réactionnaires qu'il faudrait dépasser. Et ça, c'est la première solution, mais qui, de fait, quand on voit sa mise en œuvre réelle pendant quelques années, au fond, ce que Desmartines appelait le folklore progressiste, c'était participer à cette sorte de mobilisation générale pour une bataille culturelle, alors qu'il y avait eu un échec politique avec la victoire de la démocratie chrétienne. Et il s'agissait au fond de transformer les militants en ethnographes qui feraient une sorte d'ethnographie généralisée des savoirs pour participer à quelque chose qui me semble relever de rites de fondation de la République à un certain moment. Et puis, pour le Salento, lorsqu'il fait ses enquêtes sur les lamentations funèbres, sur les pratiques de cure, parce que ce qui l'intéresse, c'est surtout les rites destinés à réparer des moments de crise. Et pour le tarantisme, pour lui, il y a le travail de mise en mémoire historique d'un passé culturel,
Et c'est en ce sens-là qu'il est nécessaire d'en faire l'ethnologie. Mais par ailleurs, dans le même temps, il s'agit aussi d'inciter les pratiquants à pouvoir adhérer à d'autres formes de résolution des crises, ce qu'il appellera encore un peu plus tard un symbolisme civil, parce qu'il pense qu'il n'y a pas de société sans rite et sans ritualité. Alors la deuxième question, c'était sur comment cette œuvre a été reçue en France. Un intérêt peut-être sur ces deux livres, le Sud des Magie et La Terre du Remords, qui étaient liés à l'intérêt pour des formes de possession mystique, puisque finalement la cure passait par ces gestes que vous avez décrits, mais qui finalement sans doute expliquent pourquoi ces livres ont été traduits, l'intérêt que portaient Léris et Métro, qui eux-mêmes avaient travaillé sur des possessions mystiques dans d'autres terrains, pouvaient les avoir conduits, mais finalement une première réception qui va être très marginale et très temporaire, et vous dites, ou Daniel Fabre, que nous allons rencontrer maintenant, oui, explique que c'est surtout dans les années 80-90 que les ethnologues français vont porter attention à l'œuvre des Martineau, enrichi au moins pour ceux qui ne lisent que le français par la traduction du premier livre sur le magisme. Et pourquoi cet intérêt? Est-ce que cet intérêt était lié à une volonté de construire une anthropologie des sociétés chrétiennes, qui est votre propre projet, perspective et travail? Est-ce qu'il était lié au fait que certains historiens, en particulier Carlo Ginzburg, avaient fait référence à l'œuvre de Desmartino comme pouvant être une des inspirations de son propre travail sur des cas de possession, entre guillemets, puisque c'était des cas de possession ou de sorcellerie pour les inquisiteurs, mais pas pour ceux qui les pratiquaient. Quel est le contexte qui a fait que dans les années 80-90, Desmartino, sans prendre l'importance qui aurait dû être la sienne, néanmoins a été une référence débattue, discutée, utilisée? Ça a été une référence débattue, discutée au Centre d'anthropologie de Toulouse, essentiellement, c'est-à-dire effectivement dans cette équipe construite par Daniel Fabre et qui se donnait pour programme initialement de repenser le changement culturel, repenser redéfinir qu'est-ce qu'on pouvait entendre par culture populaire, et qui s'est orienté progressivement pour rejoindre quelque chose qui se faisait aussi ailleurs, chez les anthropologues travaillant en Afrique, par exemple, une anthropologie du symbolique, et qui a rencontré pour ce qui est des historiens français, avant même Carlo Ginzburg, dont on va reparler, mais qui a rencontré un souci de défolklorisation pour l'ethnologie française et un souci de démédiévalisation, je vais pas arriver à le dire, pour les historiens médiévistes. Alors, pour nous, à Toulouse, il y a eu, c'est justement l'anthropologie de la mort qui s'est développée à partir de deux séminaires de Daniel Fabre, qui a été une des rencontres avec Desmartino, mais je dirais que auparavant, l'ethnologie italienne était déjà très présente parmi les références, parce que ce sur quoi travaillaient les Italiens, c'était les mêmes objets que ceux qui étaient les nôtres. Le carnaval, la fête, les morts, donc, et puis les différentes sortes de désordre. Alors, Daniel Fabre a consacré un séminaire en 1985-86 sur les traditions nationales. Pour, au fond, l'enjeu était
finalement de dessiner une voie différente de l'anthropologie méditerranéiste. Et donc de revaloriser la dimension du symbolique, mais qui prendrait en compte tous les rapports de force qui traversent les systèmes symboliques. Et Desmartines, avec cette notion de formation de compromis, comme on vient de le voir tout à l'heure, offrait un dialogue, offrait une ouverture qu'on pouvait reprendre. On peut s'arrêter peut-être sur les deux noms que vous avez cités. D'abord celui de Carlo Ginzburg, puisque au moins par deux fois, il énonce une relation, une dette par rapport à Desmartino, que dès 1966, dans son premier, enfin, c'est pas le premier livre, mais enfin le premier livre le plus connu, traduit par vous, sous le titre Les batailles nocturnes, I Benandanti, il dit « Une rencontre avec le très regretté Ernesto Desmartino m'a encouragé à poursuivre ses recherches ». Et Desmartino était mort en mai de 1965, donc on peut supposer une rencontre un peu dans ces années-là. Et il revient plus précisément dans la préface de ce recueil traduit en français comme Mythe, emblème, trace, livre de 1986 en italien, 89 en français, et il dit « La lecture du monde magique », donc le premier livre que nous avons évoqué, 48, de Ernesto Desmartino, m'invitait à dépasser dans une recherche concrète l'antithèse idéologique entre rationalisme et irrationalisme. C'est-à-dire à la fois une recherche concrète, c'était celle qu'il menait sur les archives de l'Inquisition du Frioul et qui faisait naître ces mythes et ces rites que les inquisiteurs voulaient réduire à la sorcellerie, mais qui étaient tout différents dans le vécu des acteurs. Et puis d'autre part, ce qu'il commente plus loin aussi avec l'idée d'une analyse rationnelle d'un phénomène irrationnel. Oui, ça c'est très important. Oui. C'est très important, effectivement. L'analyse rationnelle n'étant pas la réduction rationaliste. Exactement, exactement. Carlo Ginzburg a rencontré 2 fois Desmartines, qui l'a encouragé à poursuivre cette enquête dans les archives de l'Inquisition sur les Benandanti, effectivement. Et la traduction qui était une proposition de Daniel Fabre, venait du fait que c'était là pour nous un cas exemplaire d'analyse de transformation dans le champ symbolique et transformation conflictuelle précisément. L'importance que Carlo Ginzburg accorde au monde magique, qui peut étonner les ethnologues aujourd'hui, parce que c'est un livre qui ne respecte aucune des règles de l'enquête ethnographique, bien entendu. Et c'est toujours surprenant de voir Carlo Ginzburg dire non, ça c'est le livre le plus important de Desmartines et non pas La Terre du Remords. Après La Terre du Remords, tout est déjà là, quoi. Tout est déjà là. Bon, pour Carlo Ginzburg, il a à plusieurs reprises expliqué que, et déjà dans la présentation de la fin du monde en 1977, au moment de la parution en Italie, que pour lui, il y avait une constellation de livres de l'année 0, dans lequel il mettait Marc Bloch, le métier d'historien, Raymond Queneau, une histoire, et puis Le monde magique de Desmartines, parce qu'il y voit justement cette idée que la magie a contribué à construire la réalité, le monde et la présence au monde dans un processus historique que l'on peut déployer. Et donc, il y a une rationalité de l'irrationnel. Effectivement, ce que vous disiez très bien tout à l'heure, qu'il ne faut pas traiter sur le mode réductionniste d'un rationalisme. Oui, c'est pour ça qu'il disait d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'il avait mené une étude de la sorcellerie et non pas seulement de la répression ou la persécution de la sorcellerie. Alors, l'autre nom que vous avez cité, évidemment, c'est un ami qui nous manque beaucoup, puisque Daniel Fabre, qui était
directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, fondateur, figure centrale du centre d'anthropologie dont vous avez évoqué les réflexions à propos de De Martino, est mort le 23 janvier 2016. La référence, la présence de De Martino dans son propre travail était très forte. Cette histoire de la réception française de De Martino, un peu manquée après les premiers livres, sans doute parce que le structuralisme lévi-straussien avait imposé un modèle anthropologique qui était tout à fait différent de cette approche, comme vous l'avez dit, peut-être un peu hétérodoxe, poétique, existentialiste de De Martino. Et puis ensuite, ce retour dans les années 80-90, je l'ai évoqué parce que Daniel Fabre avait publié en 1999 dans l'Homme un très bel article, un rendez-vous manqué, Ernesto De Martino et sa réception en France. Vous avez évoqué aussi un point de croisement, c'est-à-dire le retour des morts parmi les vivants. Et bien entendu, il a été l'un des éditeurs avec vous et avec votre collègue italien Marcello Massenzio de ce livre La fin du monde auquel nous arrivons maintenant. Et donc ce dialogue est aussi une pensée, un hommage au travail de Daniel Fabre. Alors La fin du monde commence par un problème, c'est-à-dire c'est un livre posthume publié en 77, c'est 12 ans après la mort de De Martino en italien chez Einaudi, et c'est un livre que certains ont qualifié d'un non-livre puisqu'il n'a pas été, il n'y a pas un manuscrit qui serait le livre de De Martino. Alors sans entrer dans trop de détails, la première, vous pouvez rappeler quand même que la première des tâches de vous-même, de Fabre et de Massenzio a été d'établir le texte parce que la version italienne vous paraissait peut-être pas totalement satisfaisante en relation avec ce que l'on pouvait connaître après cette publication des archives de De Martino et qui permettait peut-être de composer un livre qui reprend évidemment des passages traduits qui traduit des passages du texte italien, mais qui s'en éloigne parce que mobilisant des documents, des archives, des notes de lecture que vous avez vous-même retrouvées et traduites. Oui, effectivement, l'idée de départ, c'était... il faut peut-être dire avant même, avant cette idée de traduction, c'est que ce livre a une histoire sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais il y a eu une réédition en 2002 de ce livre en Italie qui fait l'objet, qui est considéré comme un classique maintenant. Il est sans cesse réédité, il est commenté par toutes sortes de chercheurs appartenant aux différentes disciplines qui sont convoquées. Mais l'édition de 2002 a conservé un texte fait de fragments d'états de langue très différents, des notes de lecture, des bibliographies, des fragments de texte rédigés à partir des notes de lecture et parfois dans plusieurs variantes. Mais en changeant l'introduction de la première éditrice, Clara Gallini, qui a été remplacée par une introduction co-signée Clara Gallini et Marcello Massenzio, qui, au fond, revenait de manière assez radicale sur les critiques qui avaient accompagné la première édition, critique au texte des Martiniens. Et donc, on avait là un livre étrange déjà en Italie, le même texte, mais avec deux introductions disant le contraire l'une de l'autre. Et à partir de là, il était évident qu'il fallait réduire l'édition française. Le livre italien fait 700 pages, serré. Et le vôtre en fait 470.
Oui, mais bon, notre idée, c'était simplement de retenir les fragments les plus élaborés et de mettre éventuellement en note les références bibliographiques, etc. Et puis, la difficulté est apparue lorsque précisément, et ça c'est la vertu de la traduction, c'est la vertu du passage dans une autre langue, c'est que nous nous sommes aperçus après avoir fait un choix, d'avoir choisi les fragments que nous voulions traduire, une fois qu'ils ont été traduits, c'est que c'était difficilement publiable tel quel. Il y avait en particulier la difficulté est née de un énorme dossier de lecture de textes psychopathologiques, et c'est à partir de là que je suis retournée dans les dossiers de travail des archives et que je me suis aperçue du décalage entre l'état des archives actuelles et l'édition dont on disposait. D'où le travail de recomposition qui a commencé par ce chapitre et qui ensuite a été systématisé pour les autres chapitres. La tâche étant d'autant plus difficile que de Martino a laissé peu de texte sur ce que devait être son livre. Vous avez traduit et donné à lire 2 conférences publiées en mai et juillet 1964. Oui. Et puis il avait publié un article dans une revue importante, Nuovo Argumenti, en 1964, et qui d'ailleurs fait allusion à ce qu'on évoquera, c'est-à-dire cette dimension psychopathologique de la fin du monde. Alors on peut entrer dans le livre à la fois en lisant ces 3 textes laissés par de Martino, oui, et en suivant votre reconstruction fondée sur ces archives. Alors, le livre commence avec le problème de la fin du monde, et peut-être je peux lire quel est l'énoncé de ce problème qui part de la situation contemporaine, celle qui a été l'héritage des pires atrocités de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, oui, la Shoah, de l'autre côté, Hiroshima. D'un côté, le monde, c'est-à-dire la société construite autour de valeurs humaines, ne doit pas finir, même si, ou plutôt parce que, les individus ne disposent que d'une existence finie. De l'autre, le monde peut finir, non tant dans le sens naturaliste d'une catastrophe cosmique qui peut détruire ou rendre inhabitable la planète Terre, mais au sens où la civilisation peut s'auto-anéantir, perdre le sens des valeurs intersubjectives de la vie humaine et faire un usage insensé du pouvoir de domination technique de la nature, c'est-à-dire en user pour anéantir toute possibilité de culture. Ainsi posé, le monde ne doit pas finir, mais le monde peut finir. C'est le problème aux pages 61-62 du livre qui va servir de point d'appui à la totalité de la réflexion, de l'enquête et des lectures, et qui amène du coup, puisque c'est là à la fois une structure du livre et un de ses propos, ce que De Martino désignait comme une perspective comparatiste entre 3 apocalypses. Alors, je voudrais peut-être rappeler, je l'ai fait trop brièvement à notre commencement, quels sont ces 3 apocalypses, qui sont les objets de chapitres séparés. Oui, alors les 3 apocalypses, il y a l'apocalypse judéo-chrétienne, la tradition apocalyptique du christianisme, qui a pour particularité, on le verra, c'est que De Martino ne s'intéresse pas tellement au texte de l'apocalyptique de Jean dans le corpus biblique, mais c'est sur la construction du temps propre au christianisme qu'il s'attarde. Il y a ensuite la traduction dans les pays colonisés avec les mouvements messianiques et prophétiques, qu'il appelle l'apocalypse du tiers-monde. Et il y a ensuite ce qu'il appelle une apocalypse sans eschatone, c'est-à-dire sans au-delà, sans transcendance, qu'il identifie
à travers une lecture des œuvres d'art, de littérature et des arts de la société contemporaine, de l'Occident contemporain. Ce sont ces trois formes d'apocalypse culturelle doivent être pensées, c'est sa proposition théorique, en les mettant au regard de quelque chose qu'il va construire au fond comme un invariant anthropologique, qui est précisément ce qu'il appelle d'un terme étrange, enfin, c'est une composition étrange, apocalypse psychopathologique, puisque apocalypse renvoie à un genre littéraire, psychopathologique renvoie à une discipline médicale. Et donc, ça n'est pas une catégorie médicale, psychiatrique, c'est une catégorie anthropologique pour redéfinir quelque chose qui est de l'ordre d'un invariant, qui serait le risque de folie, la hantise de la folie propre au sujet moderne. On peut prendre la définition qu'il en donne, page 73, c'est-à-dire la documentation psychopathologique qu'il va étudier, analyser. Il y a un très long chapitre, vous l'avez rappelé, qui peut poser problème pour la construction du livre et consacré à cela. La documentation psychopathologique met à nu, avec une particulière évidence, la catastrophe de l'humain et du mondain qui se joue dans les vécus de changement radical et de défamiliarisation du monde, dans les états de déréalisation, dans le délire de la négation, dans le vécu de fin du monde, de la schizophrénie initiale, dans certaines auras épileptiques et enfin dans cet état psychotique que Schiff a dénommé paranoïa de destruction et qu'il s'est plu aussi à gratifier bibliquement de réaction de Samson. Quant à nous, nous pourrions l'appeler d'une manière moins scientifique mais plus actuelle, réaction du docteur Folamour. Oui. C'est-à-dire que cette tension est fondamentale. Alors peut-être qu'on peut s'arrêter à deux points. Le premier point, en laissant de côté, en attente, la dimension psychopathologique, les trois apocalypses que vous avez rappelées, judéo-chrétienne, colonisée et contemporaine, et qui posent tout de suite une question qui est aussi un héritage de Desmartino. Faut-il les comprendre comme étant des histoires qui n'ont pas de lien les unes avec les autres, et qui seraient donc d'un côté d'une sorte d'analyse morphologique, ou bien faut-il les comprendre comme le suggère le chapitre sur les apocalypses colonisés, les millénarismes, les résistances à la domination coloniale, comme étant liées les unes aux autres, puisque dans ces millénarismes et annonces de fin des temps des résistances à la colonisation, on trouve évidemment des marques chrétiennes fortes. Pas dans toutes, mais dans la plupart, avec l'idée qu'on reprend une thématique biblique, qu'il y a un effet de l'enseignement chrétien, que plutôt leaders de ces millénarismes ont été acculturés au christianisme par les missions. Oui. Donc, c'est une question importante, c'est la question entre la comparaison morphologique et la question de la transmission historique. Oui, c'est une question très importante et là, il faut, je pense, renvoyer aussi à l'article que Daniel Fabre avait publié une première fois en italien au moment de la réédition de 2002 de La Fine del Monde en Italie et qu'il a repris dans un numéro de la revue Archives de sciences sociales des religions qui, au fond, préfigurait le travail de traduction et d'édition qui a été le nôtre, où il proposait justement de caractériser la singularité, la difficulté aussi de ce projet desmartinien par le fait de vouloir identifier des relations logiques qui viendraient coïncider avec des relations historiques. Entre ces différentes, ce serait ça le principe de comparaison qu'il essaie de mettre en place, pas à travers une position critique à l'égard de Vittorio Lanternari, qui est son compagnon de route de longue date et qui a beaucoup travaillé sur les prophétismes des peuples colonisés, des peuples opprimés, précisément d'une part
pour montrer les liens. On ne peut pas se contenter, dans la perspective de De Martino, d'isoler les mouvements prophétiques des sociétés en voie de décolonisation. Et c'est une question qui est encore d'actualité. Jean-Pierre Dozon l'a rappelé dans ses travaux sur le prophétisme. Il ne faut pas construire une nouvelle altérité. Les mouvements prophétiques seraient réservés aux sociétés exotiques, disons colonisées. Et puis, et donc les réintégrer dans les liens historiques avec la société occidentale qui a diffusé ce christianisme. Et en même temps, c'est une proposition qui est très provocatrice, parce que d'un côté, les mouvements prophétiques des peuples colonisés ou opprimés montrent la valeur politique de ces constructions religieuses, tandis que les sociétés qui sont les colonisatrices se trouvent dans cette position d'apocalypse sans eschaton, c'est-à-dire sans transcendance, sans au-delà, dans cette posture mélancolique qui est précisément, peut être perçue comme un raté de la sécularisation d'une certaine façon. Et donc, il y a bien lien entre les trois formes d'apocalypse. Dans le chapitre sur ces apocalypses millénaristes en situation de colonisation, la même tension est répétée, puisque d'un côté, effectivement, il y a ces mentions de matrices, références, lexiques venus du christianisme, mais la plupart de ces sociétés ont été colonisées et christianisées. Et en même temps, il y a Daniel Fabre qui fait l'introduction, qui donne l'introduction à ce chapitre, le souligne, il y a l'idée qu'il peut y avoir des origines autochtones indépendante de la colonisation, et qui serait liée à un phénomène beaucoup plus ancien, qui serait le phénomène du néolithique, c'est-à-dire le fait qu'il y a des sociétés qui sont agraires et pastorales, et que ces sociétés ont un rapport avec la temporalité, puisqu'il faut prévoir pour la récolte, et que du coup ce rapport avec la temporalité pourrait introduire l'angoisse de la fin du devenir et les porter à une vision apocalyptique que des sociétés qui n'ont pas cette relation avec le rythme des saisons, des rythmes des récoltes, méconnaissaient. Et donc on retrouve à chaque moment cette tension entre l'interprétation morphologique et anthropologique au sens premier, c'est-à-dire universelle, invariante, et puis une historicité. Et une historicité. Qui est au cœur, évidemment, de tous les livres de Carlo Ginzburg. Oui, absolument. Et qui est au cœur, je pense, de la réflexion d'une anthropologie des sociétés chrétiennes. Absolument. Oui. Alors l'autre question très importante, c'est pourquoi ce lien et pourquoi cette importance entre la dimension, disons, des vécus psychopathologiques et les apocalypses culturelles et religieuses dont on a parlé, contemporaines sans transcendance, judéo-chrétiennes, et de ces peuples précoloniaux ou colonisés. À un moment du livre se fait le lien entre les deux lorsque, c'est la page 108, De Martino réfléchit sur cette relation. Je le cite. « La fin d'un monde donné peut être traitée sous deux angles différents, comme représentation culturelle historiquement déterminée et comme risque anthropologique permanent. Dans le premier cas, le motif apparaît au sein de configurations mythiques qui y font explicitement référence. Par exemple, les destructions et régénérations périodiques du monde, associées au mythe de l'éternel retour, ou bien l'ultime catastrophe de l'histoire, dans le cadre d'une représentation unilinéaire et irréversible du temps. Comme risque anthropologique permanent, le finir est simplement le risque de ne pouvoir être là en aucun monde culturel possible. La perte de toute présence active au monde, le rétrécissement jusqu'à l'anéantissement de tout horizon de disponibilité, l'effondrement de toute projectualité communautaire guidée par des valeurs. » Et donc c'est un peu la clé de cet intérêt pour ces formes pathologiques, psychopathologiques, de vécu
individuelle. Et de l'autre côté, il y a cette analyse de ces grandes formations que sont des apocalypses de type magique et ou chrétien. Oui, ça c'est une question très importante, effectivement. Toute cette catégorie d'apocalypse psychopathologique, Desmartines l'a construit en relisant d'une part Janet, les récits des malades de Janet qui décrivent cette manière de ne plus avoir de place dans le monde, d'être agi par. Et donc il y a une récupération d'une psychologie dynamique qui avait été oubliée en France, qui lui avait servi dans un premier temps, au temps du monde magique, elle lui avait servi à penser les degrés de sentiment du réel. Mais là, il le reprend en s'attachant à la parole des patientes plus que à la théorisation de Janet lui-même. Ensuite, et ça a été une des difficultés qu'il a rencontrées pour publier, en tout cas pour le faire accepter ce projet d'enquête chez ENA au début des années 60. Il s'intéresse à la psychopathologie d'inspiration phénoménologique existentialiste, c'est-à-dire Jaspers et c'est-à-dire Binswanger. Et on pourrait d'ailleurs, je l'ai fait, faire un parallèle entre l'importance que cette traversée d'école phénoménologique existentialiste en psychiatrie a eu pour Desmartines, comme elle l'a eu pour Michel Foucault, qui en déduisait, lui, qu'il fallait faire une anthropologie de l'imagination, après avoir essayé de faire une histoire marxiste de la maladie mentale que lui demandait Althusser. Et Desmartines a eu à s'opposer et à accepter finalement de travailler non pas avec Bruno Calière et le psychiatre auquel il avait initialement pensé pour ce projet, mais avec le psychiatre qui était plus marqué du côté du mouvement marxiste, qui est Giovanni Gervis. Ce que Desmartines trouve dans ces récits, c'est au fond une description, enfin qu'il relie de manière ethnographique, il le traite comme s'il s'agissait d'une matière ethnographique, en utilisant les catégories de Lévi-Strauss, les catégories structuralistes. Il en fait une véritable lecture ethnographique pour la distinguer d'un simple diagnostic médical. Et c'est, je crois, précisément cette distinction-là qu'il faut garder à l'esprit contre des objections qui ont souvent été avancées à ce livre, qu'il était impossible d'unifier tous les désordres psychopathologiques sous cette expression « expérience vécue de fin du monde », qui est en fait une expression introduite dans les années 1920-22 par un psychiatre allemand. Alors là, on a, il me semble, au cœur du livre et de sa construction, puisque c'est à partir de ces expériences ainsi analysées, comme vous venez de dire, que se met en place l'idée d'un risque anthropologique à chaque moment, dans chaque civilisation, dans chaque société, dans chaque lieu, auquel répondent les constructions culturelles. Oui. Et
magiques et religieuses qui ont pour fonction finalement, avec différentes modalités, d'assurer d'une valorisation de la vie, de permettre par le retour et récurrence des rituels d'effacer cette menace du devenir et qui finalement rétablissent cette possibilité de l'être au monde, puisqu'il y a aussi chez De Martino tout un référent, tout un langage qui pouvait être référé dans sa propre lecture. Et nous ne pouvons pas entrer dans cette dimension parce qu'elle est très complexe, mais qui serait la relation avec des concepts de Heidegger comme celui-là. Donc on est au cœur du livre, puisque là, les constructions culturelles sont la réponse à cette angoisse ou inquiétude anthropologique. Ce qui nous amène un peu à la fin de ce dialogue, mais sur deux questions encore. L'une qui est que dans ce livre-là réapparaît ce que nous avons présenté lors de l'analyse brève du livre sur les lamentations funèbres, c'est-à-dire la spécificité du christianisme à l'intérieur de ces réponses données aux angoisses, aux inquiétudes, aux apocalypses psychopathologiques, puisque De Martino fait retour à nouveau sur cette idée que la caractéristique essentielle du christianisme, c'est bien sûr ce même processus de déhistoricisation, de juguler la menace du devenir, mais en y introduisant l'histoire. Oui. Et je crois qu'il y a là une réflexion profonde aussi. C'est une réflexion essentielle. Effectivement, le christianisme reste central dans cette entreprise comparatiste. Et au fond, on peut dire qu'il rejoint des thèses de Marcel Gauchet, d'une certaine façon, puisque pour lui... dire que les thèses de Marcel Gauchet rejoignent celles de Martino. Plutôt, vous avez raison. Lorsque, en particulier, il y a tout le thème de l'ouverture à l'histoire, alors que et la conception du temps propre au christianisme. Mais la lecture qu'il fait là, en 1960, elle est marquée, je dirais, par les débats des théologiens qui préparent le Concile Vatican II. Et en particulier, c'est sa lecture d'un personnage tout à fait important, Kuhlmann, qui s'est référé lui-même à des notions heideggeriennes pour refonder la théologie. Et toute la question de le christianisme place au milieu du temps le Christ avec un avant et un après qui a déjà eu lieu, vient et le pas encore de ce que les chrétiens appellent la venue du royaume. Ça, ce sont des conceptualisations qu'il a travaillées à partir des théologiens, à partir de Kuhlmann. Oui, alors avec cette idée que l'historicité, elle est qu'à l'inverse de certaines formations dans lesquelles ce retour à l'ordre et la répétition du moment fondateur, là, dans le christianisme est introduit une histoire. L'histoire entre l'incarnation du Christ et d'autre part la fin des temps. Et cette fin des temps de la parousie est justement ce qui définit un espace qui peut être conçu plus ou moins bref ou plus ou moins long. Oui, il y a plusieurs temps dans le christianisme. Il y a le temps de l'année liturgique et il y a ce temps linéaire qu'introduit la représentation du Christ au milieu du temps, du point central et de cette attente indéfinie sans cesse repoussée. Avec cette idée aussi que, et peut-être qu'il faut souligner ce qui peut surprendre les lecteurs, c'est que on ne trouvera pas dans ce livre une lecture des grands textes apocalyptiques. Hein. C'est pas ça finalement qui intéresse Desmartines. Peut-être l'aurait-il fait dans le livre, mais c'est pas ce qu'il fait ici. Ce qu'il fait, c'est au fond retenir une spécificité aussi du christianisme, il me semble liée
à l'ethnographie qu'il a faite dans le Salento, à savoir que le christianisme est un grand rite funéraire et que c'est une remarque que faisait Jean-Claude Schmitt au moment de la présentation en janvier. Les évangiles montrent une succession d'apparitions et de disparitions du Christ. Et ce qui est cette succession d'apparitions et de disparitions dans le texte se traduit localement dans ce que nous avons appelé le christianisme coutumier, précisément par l'extrême importance prise par tout l'ensemble des rites de la Semaine sainte dans ces sociétés méridionales. Alors pour terminer ce dialogue mené avec Giordana Charuti et consacré au livre d'Ernesto De Martino, La fin du monde, essai sur les apocalypses culturelles, un livre qui vient d'être publié par les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, je voudrais faire une dernière citation, il aura le dernier mot, et qui est une citation où il parle du devoir de l'historien, mais comme on l'a vu, notre dialogue a constamment navigué entre histoire et anthropologie, entre description ethnologique et travail ou enquête historique. Et donc, ce qu'il dit là de l'historien peut peut-être s'étendre à l'ensemble de ceux qui se confrontent à la tâche de comprendre les acteurs dans leurs pensées, leurs actions, leurs rites, leurs pratiques. Je le cite, et ce sera le dernier mot. Le premier devoir de l'historien est de s'assurer de la conscience que les acteurs historiques contemporains purent avoir d'un phénomène donné, une institution, le produit artistique d'un mythe, une liturgie, une théorie scientifique ou philosophique, une époque, etc. Toutefois, son devoir ne s'arrête sûrement pas là, car la connaissance historique ne consiste pas à répéter le vécu conscient qui accompagne un phénomène culturel, mais à le situer au sein d'un ensemble de conditions et de résultats qui, bien sûr, n'appartiennent pas à la conscience contemporaine, mais qui confèrent à ce vécu sa réalité, sa vérité, sa signification, son importance.